Point d'étape sur les travaux du pont de la Comté. Le remplaçant de l'ancienne passerelle âgée de plus de 40 ans est en construction depuis le début de l'année. Ce matin, les chefs de chantier ont montré les premières avancées. 10 recommandations pour améliorer l'organisation et la gestion financière des pompiers. C'est l'objectif du rapport de la Chambre régionale des comptes rendu cette semaine. Les sages jugent l'exercice budgétaire du SDIS très perfectible, vous allez le voir. Enfin, 5 jeunes Guyanais, ils ont eu l'opportunité de visiter différentes écoles de cirque en Europe. 2 semaines de voyage entre l'Hexagone et l'Italie. Vous allez le découvrir dans ce journal. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. Vous le savez, le pont de la Comté va bientôt être remplacé par un nouveau. Aujourd'hui obsolète, après 42 ans de service, cette voie à sens unique qui traverse la rivière de la Comté sur la RN2 va céder sa place à un nouvel ouvrage à 2 voies dont la construction a été lancée en début d'année. Ce matin, une visite de chantier a eu lieu en présence des chefs de travaux, du président de la FTPE et de la députée Chantal Berthelot. L'occasion de faire le point sur les premières avancées. On voit cela avec Maxime de la Houplière. En attendant de pouvoir démanteler l'actuel pont de la Comté, vieux d'une 60aine d'années, les ouvriers sont à pied d'œuvre pour en construire un tout neuf. Des ouvriers travaillant en majorité pour des sous-traitants guyanais qui font ainsi preuve de leur savoir-faire. C'est ce qu'on veut démontrer auprès des gros groupes. Là, on était sur l'hôpital de Saint-Laurent du Maroni. On a aussi nos adhérents qui sont sur ce chantier. Là aussi, on veut montrer sur ce pont de la Comté qu'il y a aussi les TPE guyanaises et qu'il y a un réel savoir-faire. Et nous, FTPE, c'est notre rôle de pouvoir, parce que la FTPE est une référence aujourd'hui, et c'est notre rôle de pouvoir mettre en relation nos adhérents avec ces gros groupes. Transporteurs, ferrailleurs, piroguiers ou encore soudeurs et plongeurs, plusieurs corps de métier sont ainsi représentés sur ce vaste chantier. Un chantier financé à 100% par l'État à hauteur de 5,3 millions d'euros. Le pont sera à double sens, fera 135 mètres de long pour 11 mètres de large. Il pourra supporter jusqu'à 120 tonnes, un bel ouvrage d'art qui ouvre la porte à de nombreux autres. Ce type d'ouvrage préjuge déjà, je dirais, d'autres ouvrages que nous devons faire en Guyane qui sont inscrits et qui vont se dérouler au fil de l'eau. Et ça, c'est important pour nous d'avoir au fil de l'eau, même si nous sommes sur le fleuve La Comté, mais d'avoir des infrastructures qui structurent notre territoire et d'avoir des savoir-faire qui sont mis au service de ces infrastructures justement. Après 1 an de travaux, le chantier prendra fin en décembre 2016. La mise en service du pont est prévue pour le 2e trimestre 2017. Vous avez exprimé votre colère sur notre antenne la semaine dernière. Les dégradations sur les routes de Cayenne sont nombreuses et dommageables pour vos véhicules. Eh bien, sachez que la municipalité a lancé une nouvelle campagne de rebouchage des nids de poules aujourd'hui. Objectif 100% des routes en bon état d'ici 15 jours. On écoute le maire de Cayenne au micro de Kerwin Alcide. C'est une campagne d'enrobé qui a commencé ce matin. Alors, j'explique pourquoi. C'est vrai que nous sommes conscients, en tout cas, des grosses ornières dans les rues de la ville. Mais il faut reconnaître que ce n'était pas la faute de la mairie. C'est tout simplement parce que les usines avaient fermé pour des raisons de maintenance des machines. Aujourd'hui, elles sont en mesure de fournir de l'enrobé. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous avons commencé ce matin. C'est vrai qu'on devait commencer hier, mais avec la grosse pluie, ce n'était pas possible. Donc, j'annonce simplement que les travaux, en tout cas la campagne d'enrobé, va reprendre lundi. Alors, il faut compter une quinzaine de jours, parce qu'on s'en est bien rendu compte. Il y a quand même de grosses ornières un peu partout dans la ville. Et je voudrais quand même que les citoyens nous excusent, encore une fois, indépendamment de notre volonté. Mais je rappelle en tout cas aux citoyens qui ont eu des difficultés ou des problèmes avec leurs pneus, qu'il suffit simplement d'avancer les frais. Nous avons une assurance et donc d'adresser un courrier à Madame le maire pour pouvoir se faire rembourser. Bon, c'est vrai que cette année, les grosses pluies ont été exceptionnelles. Et enfin, je dis ont été, elles ne sont pas terminées. Et c'est vrai qu'elles ont provoqué quand même pas mal de dégâts sur les automobiles. Donc je crois qu'on est tout à fait compréhensif, on comprend, mais il faut aussi que la population comprenne aussi les difficultés de la mairie. Alors effectivement, il y a une réflexion du réseau viaire, c'est-à-dire que ce sont des travaux particuliers, puisqu'on choisit une distance, on fouille, on refait en fait la voirie. Donc c'est un marché que nous allons lancer très bientôt pour 900 000 €. Et donc ce sont les services techniques qui vont juger du site ou pas.
En bref, maintenant, Léon Bertrand, condamné à 18 mois de prison ferme par la cour d'appel de Cayenne. Le verdict est tombé ce matin dans l'affaire des parachutes dorés de la Sénog. L'ancien président de la Société d'économie mixte de l'Ouest de la Guyane écope également de 100 000 € d'amende. Des peines plus lourdes qu'en première instance. Le maire de Saint-Laurent va se pourvoir en cassation devant les juges des droits le mois prochain. Le SDIS dans le rouge, la Chambre régionale des comptes a dressé un rapport d'une quarantaine de pages sur les exercices budgétaires du service départemental d'incendie et de secours de Guyane entre 2008 et aujourd'hui. Les sages jugent la situation du SDIS très perfectible et établissent 10 recommandations sur son organisation, sa gestion financière et ses ressources humaines. Ayodeli Germa. Le régional des comptes met en garde le service départemental d'incendie et de secours. En Guyane, 10% de la population ne dispose pas d'un centre de secours à moins de 20 minutes de son domicile. En cause, la faiblesse de l'investissement. Seuls 2,9% des dépenses d'investissement sont consacrées aux centres d'incendie et de secours. Pour cela, la Chambre des comptes conseille au SDIS d'étoffer davantage son parc immobilier avec la construction de centres d'intervention et de secours à Roura, Montineri, Javoué, Grand Santi et Awala et Alimapo. Le second volet de ce rapport porte sur l'aspect financier. La Chambre des comptes considère que le SDIS est géré avec prudence, mais sans vision prospective. Au 31 décembre 2013, par exemple, la créance non recouvrée du SDIS auprès des communes, une de ses principales sources de recettes, s'élevait à 5 780 000 €. De plus, entre 2008 et 2014, seule une moyenne de 33% des dépenses d'investissement prévues ont été effectivement réalisées. Troisième axe, la gestion des ressources humaines. Le service départemental d'incendie et de secours emploie 500 agents et sapeurs-pompiers professionnels répartis sur 15 centres. Et les charges de personnel représentent 85% des dépenses de fonctionnement en 2012. La Chambre régionale des comptes recommande à cet effet notamment de renforcer les critères d'attribution des primes. Restez avec nous, dans quelques instants nous parlerons de la progression du Zika qui progresse toujours dans nos départements. Des scientifiques travaillent à un procédé de lutte contre la maladie et puis nous verrons les parcours atypiques de jeunes Guyanais jusqu'en Italie, rien que pour l'amour du cirque. Reportage à suivre. Mais avant cela, c'était un coup de fraîcheur redouté par les professionnels. La réforme de l'examen du code de la route a finalement été appliquée. Depuis lundi, une nouvelle banque de questions est en vigueur, mais aujourd'hui, c'est l'hécatombe. Seuls 8 élèves ont réussi à l'examen en ce jour. La faute à la réforme, selon les moniteurs. Ayodeli Germa. Surprise pour les élèves à l'examen du code de ce matin. Les questions sont plus factuelles et ils doivent répondre en fonction des indices à l'écran. Ce qui change surtout, c'est la méthode, c'est la manière d'apprendre, c'est-à-dire que le message n'est pas le même. Il y a une nouvelle pédagogie qui apparaît. Avant tout, c'est ça, quoi. C'est les tournures de phrases, c'est surtout aussi basé sur les situations. Beaucoup de situations de conduite. On demande à l'élève de réfléchir comme s'il conduisait. En plus des tournures de phrases, 3 nouveaux chapitres sont ajoutés au manuel de révision. De plus, les questions de l'examen sont choisies parmi 1000 au lieu de 700 auparavant. Résultat, seuls 4% des candidats ont réussi à l'examen du code de ce matin. Pour ce moniteur, si ce changement était utile, il nécessitait néanmoins une meilleure préparation. C'est vrai qu'on avait des banques de données très anciennes. Bon, maintenant, le nouveau code, normalement, ne devrait pas trop déranger à condition qu'on fasse des formations adéquates, c'est-à-dire que la formation sera totalement différente et sera quand même un peu plus poussée pour les élèves. En Guyane, les 96% d'échecs à ce premier examen représentent les victimes collatérales de cette réforme du code de la route. Pour les professionnels, il faudra attendre quelques semaines pour obtenir des résultats satisfaisants. Au chapitre santé, à présent, le Zika poursuit sa progression dans la zone anti-Guyane. Et si le nombre de cas évocateurs déclarés chaque semaine recule chez nous, l'épidémie a été déclarée en Guadeloupe la semaine dernière. Dans ce contexte, des chercheurs du Centre caribéen de médecine de la reproduction ont lancé une opération pour détecter la présence du virus dans le sperme. Objectif à terme, établir un procédé pour l'éliminer. Explication Bénédicte Jourdier. Ce technicien de biologie médicale fractionne les premiers échantillons de sperme. Objectif, analyser chaque composant afin de détecter la présence du virus Zika dans le sperme du patient en phase aiguë d'infection. Et on va récupérer chacune des fractions et les analyser pour voir dans laquelle
il y a encore la présence du virus. Un programme pilote appelé ZICSperm, lancé il y a seulement quelques jours. Les chercheurs ont besoin pour cela d'une quinzaine de volontaires âgés de 18 à 45 ans, infectés par le virus Zika. Il faut absolument, dès qu'on a des symptômes évocateurs de Zika, se rendre chez son médecin traitant de manière à ce qu'il puisse prescrire un test diagnostic et se rendre au laboratoire le plus rapidement possible de manière à ce qu'on puisse faire la prise de sang dans les premiers jours des signes cliniques. Ainsi, le patient, s'il est positif, à ce moment-là, il pourra être inclus dans l'étude. Les patients retenus seront dédommagés de 400 €. 6 prélèvements seront nécessaires pour contribuer au processus de recherche. Une étude réalisée en collaboration avec le laboratoire Synergie Bio, l'Institut Pasteur de Guadeloupe, le CHU de Pointe-à-Pitre et celui de Toulouse, est initiée par le docteur Joguet du Centre caribéen de médecine de la reproduction. L'idée de ce protocole, c'est de savoir déjà bien confirmer sur plusieurs patients la réelle présence du Zika, savoir si c'est tous les hommes qui vont avoir le Zika qui vont en avoir dans le sperme ou pas. Et puis ensuite, l'autre intérêt de cette étude, c'est que pour les gens qui doivent être suivis en médecine de la reproduction, on doit sélectionner les meilleurs spermatozoïdes dans leur éjaculat. Et donc, ce qu'on voudrait savoir, si avec nos techniques, on arrive à éliminer le virus du sperme. Rappelons que depuis fin février, la Haute Autorité de Santé publique recommande à toutes les femmes en âge de procréer, en zone d'endémie et d'épidémie Zika, d'éviter de tomber enceinte. Les inséminations artificielles et in vitro sont suspendues. Les premiers résultats de cette étude devraient être communiqués dans les 6 mois à venir. En Martinique maintenant, c'était il y a 2 mois, le président de la CTM, Alfred Marie-Jeanne, annonçait son intention de porter plainte contre le procureur de la République dans l'affaire de Green Parrot. Après réaction de ce dernier, c'est finalement une plainte contre X qui a été déposée ce matin. Les avocats et les proches d'Alfred Marie-Jeanne ont apporté quelques précisions lors d'une conférence de presse. Myriam Boiscoulin et Michelet François. Un scandale d'État, un micmac selon l'avocat d'Alfred Marie-Jeanne, qui veut faire tomber le président du conseil exécutif. Maître Ursulet pose la question et répond que les 2 procureurs, M. Corbeau et M. Bélanger, devront avoir un bon avocat pénaliste pour se défendre. Les 2 avocats présentent ce matin les pièces du dossier utilisées contre Alfred Marie-Jeanne. Des courriers envoyés pour lancer l'enquête préliminaire en avril 2010. Tout est dans le détail. Une date à la place d'une autre, des éléments modifiés qui invalideraient les pièces du dossier. C'est la demande du procureur de la République à la police judiciaire qui est datée du 19 avril et qui arrive le 19 mars, c'est-à-dire qu'il est parti, il est arrivé avant d'être parti. Il est classé dans le dossier D8. Avant cela, il y a les lettres anonymes. Et c'est à partir de cet élément-là que le procureur Corbeau va faire partir la prescription. La suite du procès d'Alfred Marie-Jeanne sera certainement suivie depuis l'Hexagone. Mais les avocats font déjà valoir des difficultés en interne, des documents originaux qui n'apparaissent finalement qu'en mars, à la demande des avocats d'Alfred Marie-Jeanne, plus de 5 ans après le début de l'enquête. J'ai été choquée de voir que les pièces ne correspondaient pas. Il y a une ordonnance qui a été rendue le 22 avril déjà, où le premier président, effectivement, a délocalisé l'affaire en ce qui concerne l'inscription de faux, où le TGI de Paris a reçu toute compétence pour juger, en tout cas, de la procédure d'inscription de faux. Avant le procès, peu de temps après, je vais par prudence vérifier que des derniers actes ne sont pas arrivés dans le dossier papier, qui ne nous auront pas été transcrits. Et c'est là, effectivement, que je découvre des actes qui ne correspondent pas. La difficulté est que nous, aujourd'hui, on nous remet des copies sur CD-ROM et on ne peut pas imaginer qu'il y a une discordance entre le CD-ROM qui a été remis et la version originale. Selon sa fille, Alfred Marie-Jeanne est serein, 6 mois avant d'être à nouveau entendu par la justice. Mais le président du conseil exécutif attend surtout des réponses des procureurs. Il est simplement excédé d'un harcèlement judiciaire et d'une volonté de manipulation de l'opinion publique. Ça fait 6 ans, madame, ça fait 6 ans qu'on essaie de mettre le trouble dans la vie politique et dans la vie d'une personne, comme je le répète, qui a toujours été intègre et qui n'a qu'un seul amour, l'amour de son pays. Si l'actuel procureur considère que la plainte contre X concerne le procureur en place en 2010, 3 ans avant sa prise de fonction, c'est bien lui que les avocats d'Alfred Marie-Jeanne accusent de faire de la politique. Le réquisitoire qui renvoie Alfred Marie-Jeanne devant les tribunaux est signé Éric Corbeau. Le conseil d'Alfred Marie-Jeanne met en garde. Tout accusé a droit à la présomption d'innocence. Personne n'est au-dessus des lois, ni M. Bélanger, ni M. Corbeau. C'est ce que dit Alex Ursulet aux journalistes. Les avocats d'Alfred Marie-Jeanne attendent toujours des réponses.
Je vous l'annonçais en titre, 5 jeunes Guyanais membres de l'association Latitude Cirque ont eu l'opportunité de visiter différentes écoles de cet art en Europe. 2 semaines de voyage entre l'Hexagone et l'Italie, une occasion en or pour ces adolescents de découvrir le métier auquel ils se destinent. Reportage. Voyage et partage sous les chapiteaux. C'était du 14 au 29 avril que 5 jeunes Saint-Laurentais de l'association Latitude Cirque ont eu la chance de visiter différentes structures en Europe. 2 semaines d'échanges et de découvertes autour des arts du spectacle. Cet échange a permis vraiment à nos jeunes, aux 5 jeunes qu'on a pu emmener, de découvrir différentes facettes du cirque en métropole. Donc, dans un premier temps, ils ont pu découvrir tout ce qui est école de cirque, les écoles nationales. Ensuite, dans un deuxième temps, on a mis en place un échange avec des jeunes qui sont en formation professionnelle, par contre dans un centre régional des arts du cirque de la région PACA, Piste d'Azur. Donc voilà, avec ces jeunes-là qui sont soit donc en formation professionnelle, soit en préparation, en classe préparatoire pour entrer dans les écoles supérieures. Donc ils ont pu rencontrer ces jeunes-là, échanger sur l'avenir, sur les ambitions de chacun, se dire que y a d'autres jeunes à d'autres endroits qui ont aussi pour ambition de faire du cirque leur métier. On a eu aussi, ça c'était important, c'était un peu la cerise sur le gâteau, c'est un petit plus. On a eu la possibilité aussi de participer à un festival de cirque en Italie, à côté de Bergame, où les jeunes ont pu présenter leur spectacle. Et je dois dire que là, de se confronter à un autre public, ils étaient assez émus et assez heureux de voir que leur travail plaît aussi en Europe et dans un festival aux côtés d'autres spectacles professionnels. Un voyage fort en nouvelles expériences pour les jeunes Guyanais et une occasion d'ouvrir leurs horizons. Pour finir ce journal, notez cette information. La CACL annonce la reprise de la collecte des ordures ménagères dès demain matin dans les communes de Matoury et Macouria. Elle avait été interrompue pendant plusieurs jours en raison d'un problème juridique. Les habitants sont donc invités à sortir leurs poubelles dès ce soir. C'est la fin de ce journal. Avant de se quitter, le rappel des titres. Point d'étape sur les travaux du pont de la Comté. Le remplaçant de l'ancienne passerelle âgée de plus de 40 ans est en construction depuis le début de l'année. Ce matin, les chefs de chantier ont montré les avancées sur les lieux. 10 recommandations pour améliorer l'organisation, la gestion financière et les ressources humaines des pompiers. C'est l'objet du rapport de la Chambre régionale des comptes rendu cette semaine. Les sages jugent l'exercice budgétaire du SDIS très perfectible. Enfin, vous venez de le voir, 5 jeunes Guyanais ont eu l'opportunité de visiter différentes écoles de cirque en Europe. 2 semaines de voyage entre l'Hexagone et l'Italie, un rêve pour ces adolescents. Dans quelques instants, l'info continue avec le journal de nos confrères de BFM TV, puis ce sera votre émission Face à Face avec Farouk Amri. Très bonne soirée à vous, à demain.